Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Raymond Poulidor, Bernard Giraud, Jean-Michel Lelio vont vous accompagner cet après-midi sur la route du Tour de France, 20e étape Saint-Étienne. Dernière épreuve contre la montre individuelle de la Grande Boucle sur un parcours qui emmène les coureurs de Saint-Étienne à proximité du stade de l'ASS Saint-Étienne, donc du stade des Verts, Geoffroy Guichard, jusqu'à Saint-Étienne. C'est dire que les hommes partiront pratiquement et arriveront au même endroit, et que cette étape devrait théoriquement permettre de confirmer la suprématie de Joop Zoetemelk en jaune, vous le savez, et qui possède au classement général 5 minutes 22 secondes sur Martin, c'est dire qu'il est à l'abri du danger, 5 minutes 35 sur Kuiper. En quatrième position, De Munk est à 8,27, Nilsson à 13,35, à 13,57 Seznek, à 14,18 Agostino, à 17,57 Bazo. Je dois préciser tout de suite que nous allons nous intéresser surtout dans cette épreuve au duel que vont se livrer Martin et Kuiper pour la deuxième place, puisqu'il n'y a que 13 secondes d'écart entre les deux hommes. Mais ce qui a, depuis ce matin, fait parler toute la caravane ici, c'est bien évidemment l'éditorial publié ce matin dans le journal L'Équipe, journal organisateur de Jacques Godet. Je lis les propos de Jacques Godet. Alors, ne resterait-il qu'une éventualité pour que Zoetemelk, cet excellent garçon, perdit le tour? Cette éventualité, ce sont les hommes en blouse blanche qui officient dans les laboratoires où ont été envoyés les petits flacons contenant la substance liquide prélevée mercredi à Prapoutel à l'arrivée de l'étape sur les 5 coureurs désignés par les règlements. On est en train d'analyser soigneusement le pipi de Joop Zoetemelk pour y rechercher, ça aura été l'unique contrôle de ce genre dans le tour, les produits appartenant à la famille des anabolisants. Notre homme, a dit Jacques Godet, pourrait encourir une pénalité en temps s'il était positif, portant sur le classement même de l'épreuve, qui le rétrograderait et remplaçait son glorieux maillot en une camisole de honte. Le tout est de savoir... Cette hypothèse de contrôle positif pour Joop Zoetemelk, est-ce du domaine de la fiction ou bien ces rumeurs sont-elles fondées? D'abord, le mot hypothèse est déjà en lui-même exagéré. Mon article contient seulement une réflexion qui porte sur un sujet d'actualité, de trouvant l'actualité, malheureusement, c'est-à-dire celui du doping. Vous pensez bien d'ailleurs qu'en tant que directeur de course, je serais tenu au secret professionnel dans le cas où vraiment il y aurait une alerte quelconque. Il n'y en a aucune. Il y a seulement le fait que, moi, comme tous les confrères ici sur notre enfance, je me pose des questions. Sur les conditions même des contrôles doping, sur la réglementation, la législation concernant ces contrôles, et que j'ai donc rappelé ce matin qu'un coureur comme Zoetemelk, qui est encore merveilleusement méritant, que j'aime beaucoup et qui certainement va ramener un beau maillot jaune à Paris, je soulevais donc ce problème pour dire que peut-être même il se pourrait que Zoetemelk, qui a été l'objet d'un contrôle portant sur les anabolisants et sur les corticoïdes il y a 3 jours. C'est le seul contrôle que nous avons subi pendant le Tour de France de ce genre. Nous avions été prévenus, nous avions prévenu les coureurs. Il se pourrait donc que Zoetemelk, parce qu'il aurait reçu un traitement quelconque, ayant trait à des médications contenant des corticoïdes, des cortisones ou des anabolisants, soit déclaré positif alors qu'il n'aurait accompli aucune faute. Voilà donc uniquement l'infection qui montre l'état de désordre dans lequel le problème se trouve et par conséquent qui prouve qu'il y a nécessité d'essayer de le régler plus clairement qu'il a été réglé jusqu'à ce jour. Il n'y a pas de signe précurseur ni d'inquiétude pour Joop Zoetemelk? Aucun. Il n'y a pas de... Je rappelle d'ailleurs, s'il y en avait, je n'aurais pas pu seulement soulever la réflexion que je viens de formuler. Il s'agit d'une réflexion d'ordre plus général? Réflexion de caractère théorique, tout à fait, qui porte sur le désordre actuel dans les esprits, dans le corps médical d'ailleurs, comme dans le monde sportif, puisque les docteurs eux-mêmes, les médecins traitants, les médecins qui connaissent bien le sport, qui sont des gens qui gravitent dans le Tour de France, ont des avis totalement différents sur le problème. Merci, M. Godet. Voilà, la question c'était donc de savoir si Jacques Godet a été mieux informé que le reste de la caravane. Il vient de nous confirmer qu'il ne savait rien sur les contrôles corticoïdes anabolisants qui ont été faits à Prapoutel sur les 5 hommes. Par conséquent, son éditorial, c'était uniquement une hypothèse, façon de parler. C'était aussi la possibilité d'évoquer le cas Zoetemelk l'an dernier, qui avait été déclaré positif pour avoir pris des produits interdits à l'issue de l'étape de l'Alpe d'Huez. On aura le temps d'en parler au cours de cette étape, et tout de suite le point sur ceux qui sont déjà arrivés avec Bernard Giraud. Knetemann a réalisé le meilleur temps, 46 minutes 24 secondes 95 centièmes. Le deuxième est le Belge Van den Broek à 51 secondes. Le troisième Osterbosch à 51 secondes également. Mais il y a 40 centièmes de différence entre Van den Broek, le deuxième, et Osterbosch, le troisième. Quatrième, Bernard Thévenet à 1 minute 17 secondes de Knetemann. Cinquième, Jomas, le Hollandais, à 1,35. Sixième, Verlinden, un Belge, à 1,53. Et septième, Gauthier, qui est à 2 minutes 5, à peu près d'ailleurs comme Lucien Van Diem qui vient de franchir la ligne d'arrivée. Bonne performance de Thévenet, quatrième, et Knetemann, meilleur temps provisoire.
Alors on va en profiter, Raymond Poulidor, puisqu'on a monté également aujourd'hui une petite opération cassette avant de rejoindre le duel Martin-Kuiper et surtout les milieux classés du classement général sur la route tout à l'heure en direct. On va en profiter pour vous montrer ceux qui ont dominé jusqu'à présent en temps provisoire ce contre-la-montre. Tout de suite, je vais demander à nos amis de la régie qui font une petite gymnastique de lancer l'Ampex, comme l'on dit, pour voir Knetemann sur la route. Je crois qu'il s'agit de Knetemann, auteur, répétons-le, du meilleur temps en 46 minutes 24 secondes 95 centièmes. Et ce sera également ma première question à Raymond Poulidor, alors qu'apparaît Knetemann sur votre écran. Comment est le circuit? Le circuit n'est pas très difficile, moins difficile tout au moins que les deux épreuves précédentes qui se sont disputées également individuellement. Mais il y a deux côtes, je crois que les purs rouleurs ne sont pas tellement avantagés. C'est un circuit où le coureur qui est en forme, qui n'est pas trop fatigué, peut se défendre. Et je crois que sur ce genre de circuit, Knetemann, qui est le type idéal du contre-la-montre, doit réaliser une bonne performance. Peut-être un peu long pour lui. En tout cas, pour l'instant, en tête, Knetemann du classement provisoire. Rappelons qu'au classement général, Knetemann est assez loin puisque ce n'est pas un homme des montagnes et qu'il n'a nulle ambition de remporter un jour le Tour de France. Ses principales ambitions concernent les classiques et peut-être quelques courses par étape, du moins quand elles ne durent pas pendant 3 semaines. En ce qui concerne les braquets, Raymond Poulidor, aujourd'hui, on a mis grand, on amènera grand presque partout. Mais je ne sais pas, je crois que les coureurs ont mis moins grand que d'habitude. 53 pour le Oui, moment. 53-12, je crois, contrairement aux autres épreuves où ils mettaient le 54, voire le 55-13 ou 12. Je crois qu'aujourd'hui, ils se contenteront du 52-12 et ils peuvent pratiquement faire tout sur le grand plateau, c'est-à-dire le 53. Même l'ascension des deux côtes situées au kilomètre 11 pour la côte de Matouret, classée 3e catégorie, et la côte de Saint-Éan au 17e kilomètre 500. Oui, je pense qu'ils peuvent passer sur le 53-17, voire 18. Knetemann, 46-24. 95 centièmes, on oubliera tout à l'heure les centièmes, donc pour l'instant meilleur temps absolu, alors que Vandenbroucke a réussi lui 47-15. Après Knetemann, nous allons voir celui que nous avions programmé de vous diffuser, c'est Pevenage. On vous montre Pevenage, pourquoi? Parce que nous sommes en Eurovision et qu'après tout, Pevenage c'est le leader de ce Tour de France au classement par points. Voilà Pevenage qui va apparaître maintenant. On va le retrouver dans la côte et ce sera peut-être l'occasion d'en parler de cette côte. C'est la première du circuit, Raymond Poulidor. La côte de Martouret, elle n'est pas tellement longue, elle monte à 660 mètres et Pevenage n'a pas l'air au mieux de sa forme. Il finit le Tour de France fatigué, je me trompe? Oui, il est fatigué, mais je crois qu'il n'a aucune ambition dans cette épreuve contre-la-montre et je crois surtout que c'est son point faible. Car il fait les contre-la-montre décontractés. On a vu lorsqu'il avait le maillot jaune où il avait perdu un temps considérable et je crois qu'il fait malgré tout un très bon Tour de France. Il est en tête au classement par points, en tête des points chauds et pour lui c'est déjà de très bonnes performances. Raymond, on dit que c'est un petit Tour de France, mais ça n'enlève rien au mérite de Pevenage qui a le maillot vert sur les épaules. C'est dire que Pevenage sera quand même l'une des révélations de ce Tour. S'il n'a pas jusqu'à présent brillé dans les rangs professionnels, on peut considérer que c'est un tout bon de sa génération. Oui, bien sûr, et je crois que Pevenage, pour les prochains Tours de France, aura davantage le moral, il sait où il ira et il pourra réaliser également de très bonnes performances et voir terminer les prochains Tours de France dans le haut du classement. Alors rappelons que Pevenage est assez éloigné, les montagnes ce n'est pas son fort, il est 42e au classement général à 1h 3 minutes 55 secondes, mais il intéresse parce qu'il y a quand même des beaux prix à retirer à l'arrivée des Champs-Élysées, c'est d'être en tête au classement du maillot vert, je vous l'ai dit, devant Peters qui fait partie de la même équipe que Pevenage, l'équipe dirigée par Walter Godefroth. En 3e position arrive Bazot. Pevenage est également en tête des rushs, ces sprints volants, où là il devance Gauthier. C'est une belle bataille qui se développe tous les jours et qui se développera encore aux Champs-Élysées, puisque Gauthier n'est pas tellement loin de Pevenage. Et enfin, Pevenage occupe encore une place de choix dans le classement du trophée TF1, puisqu'il est 4e derrière Peters, Martin, Zoetemelk, aux 3 premières places. Juste derrière Pevenage, c'est un grand monsieur du contre-la-montre que nous allons retrouver maintenant. Il s'agit de Osterborch. Autant on peut dire que Van de Velde, Raymond, est un futur vainqueur peut-être du Tour de France, d'après ce que nous avons vu cette année dans la grande boucle dès que la route s'élevait. Il a fait un travail fantastique dans la montagne. Autant Osterborch, lui, ne peut pas avoir d'ambition. Seule ambition, remporter des grands contre-la-montre, remporter des prologues et remporter des classiques. C'est un remarquable rouleur qui ne grimpe pas. Oui, c'est un remarquable rouleur, mais je crois le gros problème pour lui, c'est l'escalade. Et dans les contre-la-montre, dans les contre-la-montre dures,
Osterbosch aura des difficultés. Et aujourd'hui, il a eu un départ très difficile dans ce contre-la-montre. Je crois qu'il a terminé plus fort, mais pour lui, ça a été très difficile. Et puis, n'oublions pas, les coureurs sont aux sorties des Alpes, à la sortie des Alpes, des Pyrénées. Ils ont accompli beaucoup d'efforts et ils accusent la fatigue. Et Osterbosch est jeune, mais je crois que c'est quand même un coureur d'avenir et il a montré dans ce Tour de France qu'il avait d'énormes qualités. Grand favori en tout cas Osterbosch pour le titre de champion du monde de poursuite qu'il détient d'ailleurs cette année à Besançon où dérouleront les épreuves du championnat du monde au début septembre. Et c'est à se demander comment font les Hollandais pour trouver tous ces grands gabarits. On peut sans trop s'avancer dire maintenant que c'est la Hollande qui est vraiment au sommet du cyclisme international et mondial grâce à Osterbosch, grâce à Van de Velde et grâce à ceux qui occupent pratiquement les deux premières places du classement, du moins qui l'occuperont ce soir, Zoetemelk et Deming, et Zoetemelk et Kuiper. Ce sont vraiment les meilleurs en ce moment. Les oui, je crois que c'est la nation numéro 1 pour le cyclisme international, car c'est une véritable pépinière de coureurs cyclistes et on s'aperçoit lorsqu'on regarde la composition de cette équipe Raleigh que ce sont tous des jeunes et l'avenir leur appartient. L'avenir, c'est peut-être aussi Van den Broek que vous allez voir apparaître sur votre écran. Je ne vous ai pas donné le temps d'Osterbosch. Osterbosch s'inscrit en 3e position au classement de l'étape. Au classement général, il est à 1h, 1 minute 14 secondes. Vous voyez qu'il grimpe très mal. Et 3e donc de l'étape en 47 minutes 15 secondes. 3e des arrivants. Voilà donc la nouvelle génération. Cette fois-ci, c'est un Belge, c'est l'un des meilleurs Belges, c'est Van den Broek, il est de Moucron, à côté de la frontière française, conseiller municipal même. On a même dit que le Tour de France s'arrêterait ou Paris-Roubaix ferait une incursion à Moucron l'an prochain. Un très bon rouleur, lui aussi, un peu comme Osterbosch, mais diminué en montagne. C'est dommage parce qu'il a la classe, on peut l'affirmer ça par contre. Oui, d'ailleurs on a du mal à comprendre que Van den Broek ne grimpe pas mieux, car il a le gabarit du grimpeur. C'est pas une question de morale à ce moment-là? Je ne pense pas que ce soit une question de morale, car Van den Broek n'est pas tout jeune, il a déjà l'expérience, il a eu l'occasion de gravir et de disputer plusieurs Tours de France. Je crois que pour lui c'est une question peut-être de morphologie, de gabarit. Alors Van den Broek termine 2e pour l'instant des arrivants. Bernard Giraud va me confirmer dans un instant. Toujours Knetemann en 46-24, Bernard, et Van den Broek en 2e position que nous venons de voir sur notre écran en 47-15. C'est bien ça. Knetemann, Van den Broek, Osterbosch, Thévenet, Mas et Van Impe s'est immiscé à la 6e place, 7e Verlinden, 8e Gauthier. Quand vous voulez, je pourrais interviewer Bernard Thévenet tout à l'heure. Si nous en avons le temps. Alors écoutez, normalement il y a une petite manipulation en PEX qui consiste, si c'est possible, qui consiste à nous montrer tout à l'heure le départ de Thévenet, mais ce sera peut-être difficile, car nous avions envisagé de vous montrer des partants, mais malheureusement il s'est lancé trop tard par rapport à l'heure de direct à 16h10 tout à l'heure, pour nous permettre de rapatrier les cassettes et de vous les diffuser. Par conséquent, dès que nos amis de la régie pourront me prévenir, on retrouvera vraisemblablement la course en tête avec Bazot, avec Seznec, Agostino, Nilsson, Deming, Kuiper, Martin et Zoetemelk. Rappelons que les hommes partent de 3 en 3 minutes, que le circuit fait 34 km 500 et on retrouve en direct, oui, Bernard Giraud, une information peut-être? Bien, je suis aux côtés de Bernard Thévenet qui est pour l'instant 4e. Bernard, c'est une très bonne place, un très bon résultat qui vous satisfait? Oh oui, parce que je ne pensais pas être si bien contre la montre. Et puis surtout, je n'avais pas beaucoup de motivation parce que je ne suis pas placé au classement général. Je ne suis placé pratiquement pour aucun challenge. Et je crois que pour faire vraiment un très très beau contre la montre, pour vraiment se mettre vraiment à fond, il faut être très motivé. Et c'est peut-être, je manquais un petit peu de motivation. Enfin, je cherchais quelques raisons pour m'en donner. Je pense que j'y suis arrivé. Finalement, vous vous améliorez au fil des étapes dans ce Tour de France? Je pense, oui, où je m'améliore, où les autres baissent un petit peu, mais enfin, disons que je me rapproche un peu plus de la tête chaque jour. Bernard, on a parlé d'une retraite à la fin de la saison. Finalement, cela vous donne l'envie de continuer, de persévérer encore une saison? Peut-être un peu plus, oui. Enfin, disons, au début du Tour de France, nous avons connu des conditions climatiques extrêmement difficiles. Et que je ne suis pas très à l'aise ni dans la pluie ni dans le froid, j'ai vraiment souffert pendant 15 jours. Et puis depuis qu'il y a le soleil, ça va beaucoup mieux. Et disons que j'envisage l'avenir sous un autre angle. Bernard, oui, Jean-Michel. On retrouve, merci pour l'interview de Thévenet, on retrouve Bazot ici, dont on n'a pas encore parlé, qui occupait votre image depuis quelques secondes. Mais il était intéressant d'écouter Bernard Thévenet qui n'a pas encore pris sa décision quant à la poursuite de sa carrière. On demandera tout à l'heure l'avis de Raymond Poulidor. Bazot, c'est un coureur que vous aimez, c'est un garçon de l'Aquitaine, un battant. Il s'est battu les premiers jours du Tour de France pour essayer d'occuper la première place du classement général.
Il luttait pour l'obtention du maillot jaune, il n'a eu que le maillot vert et ensuite il n'a pas pu aller chercher Pévenage. En tout cas, une très bonne valeur française, Raymond Poulidor. Il est 8e au classement général à 17,57. Il ne devrait pas modifier son classement dans ce tour à l'issue du contre-la-montre, c'est pas sa spécialité, mais c'est un caractère bien trempé ce Bazot. Oui, je crois qu'il faut lui rendre hommage car Bazot s'est battu du départ pratiquement à l'arrivée de ce Tour de France. Il n'a jamais perdu espoir de reconquérir le maillot vert. Maintenant, évidemment, pour lui, ce sera impossible. Mais je crois que Bazot, occupant la 8e place du classement général, a surpris beaucoup de monde en passant comme la montagne. Et souvent, il s'est retrouvé aux avant-postes parmi les gros bras. Bazot est 7e au trophée TF1, il occupe la 3e place au classement du maillot vert, la 3e place au classement des sprints volants et la 6e place au classement de la combativité. C'est dire qu'il a toujours été très en vert dans ce Tour de France. On va oublier Bazot, retrouver peut-être celui qui est parti 3 minutes derrière lui. Il s'agit de Seznec qui aura un petit peu déçu. Et une arrivée maintenant, c'est celle de Van de Velde. Alors tout de suite, avant de retrouver Seznec, Bernard, le temps de Van de Velde. Vous attendez comme moi, je suppose, les chronomètres. Réalise 48 minutes 13 secondes, ce qui le place à la 6e position. Derrière Thévenet et Mas, ce qui prouve que Bernard Thévenet a réalisé une très bonne performance. Donc je répète, 48 minutes et 13 secondes, c'est-à-dire qu'au classement provisoire, Van de Velde est pour l'instant 6e devant Van Impe. Oui, je dirais même 7e, Bernard, d'après mes comptes, mais enfin ce sont des classements provisoires, puisque Knettmann occupe toujours la première place en 46-24, il a fait le trou. Vandenbroek 47-15, Osterbosch 47-15, Thévenet 47-41, Mas 47-59. C'est Verlinden qui vous manquait peut-être, Bernard, 48-07 et Van de Velde 48-13, donc 7e place pour Van de Velde. Il est un petit peu déçu, oui. Jean-Michel, c'est 48-17 pour Verlinden. Il y a eu tout à l'heure des petits problèmes de transmission. Et 48-17 qui... Donc il est bien 6e. Voilà, c'est cela. On retrouve Seznec maintenant sur la route. L'un de vos anciens coéquipiers, Raymond Poulidor, le moment peut-être de vous poser une question. Comment faut-il faire pour gagner un contre-la-montre? Ben oui, il y a différentes méthodes. Oui, je crois que le point faible de Seznec, c'est notamment le contre-la-montre, car on s'est rendu compte que lors des épreuves précédentes, il a perdu énormément de temps. Et aujourd'hui, certainement, Seznec va perdre une place au classement général, car il est talonné par Agostino, et Agostino peut être compté parmi les hommes forts du contre-la-montre. Alors justement, rappelons le classement de Seznec. Il est 6e au classement général à 13 minutes 57. Il ne possède que 22 secondes de retard sur Nilsson pour monter à la 5e place, mais il risque d'être devancé par Agostinho, qui lui est juste derrière Seznec à la 7e place, avec 21 secondes de retard. Vous aviez raison de le souligner, Agostinho qui doit théoriquement aujourd'hui terminer dans les 3 premiers de cette étape contre la montre, si tout se passe bien. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, vous ne voulez pas dévoiler vos batteries, vous avez pourtant terminé votre carrière. Qu'est-ce qu'il faut à Seznec pour s'améliorer dans les contre-la-montre? C'est une question de morale, non? C'est une question de morale, c'est une question de savoir se faire mal. Car j'ai discuté avec Jean-Pierre Danguillaume et lorsqu'il a suivi à plusieurs reprises Seznec, et Seznec faisait un contre-la-montre pratiquement comme s'il allait à l'entraînement, c'est-à-dire il laissait les mains en haut du guidon. Et ce qu'il faut faire dans un contre-la-montre, c'est avoir les mains en bas du guidon et donner le maximum du départ à l'arrivée. Il a écouté vos conseils, les mains en bas du guidon. Et alors vous m'avez expliqué un jour que vous faisiez comme si l'arrivée était juste après le prochain virage, c'est bien ça? Un sprint à chaque fois? Oui, c'est-à-dire on prend un point de repère dans une ligne droite. Quelquefois, il y a des parcours où il y a énormément de lignes droites. On prend un point de repère également avec le téléspectateur et on fait avec les spectateurs et on fait comme si l'arrivée se situait à ce point-là. Et c'est avec ce genre de méthode qu'on arrive à faire des performances. Un petit peu haut peut-être, Seznec, il aurait intérêt à casser un peu plus les bras pour mieux rentrer dans le vent. Oui, et puis ce n'est pas un avantage car Seznec est quand même un gabarit assez grand. Il offre beaucoup de résistance au vent et il n'est pas assez ramassé sur sa machine. Peut-être aussi il faudrait qu'il revoie sa position. Un petit pronostic. Bon, il va se faire passer par Agostinho, c'est presque sûr. Est-ce que vous pensez qu'il peut garder ses 22 secondes d'avance sur Nilsson? Ça sera difficile. Je crois qu'il est légèrement supérieur à Nilsson, car Nilsson est encore plus faible que lui et c'est sa grande faiblesse du contre-la-montre.
Voilà donc, après Seznec, nous allons retrouver Agostinho, dont on vous a déjà parlé, et qui est l'un des maîtres de ce contre-la-montre. Vous savez, on fait en même temps une petite gymnastique. Il faut que l'hélicoptère qui est au-dessus d'un coureur aille rejoindre l'autre coureur qui est parti 3 minutes derrière lui. 3 minutes, ça représente pas tout à fait 2 km. À ce rythme de la course, on tourne à 45 km/h. Aujourd'hui, Raymond Poulidor. Et il faut laisser le temps à la technique de rejoindre les hommes. Donc ce sera pour dans quelques instants Agostinho. On a hissé pendant ce temps-là Willman et Pevenage sur le podium. Pevenage à qui on remet un bouquet pour le récompenser de son maillot vert. Il ne sera pas menacé aujourd'hui tellement son avance est importante. Et au fil du tour, ses sourcils ont blanchi à Pevenage. Bernard Giraud, lui, n'a pas changé. Oui, Willman a réalisé une mauvaise performance tout à l'heure, plus de 50 minutes dans ce contre-la-montre. Mais surtout, nous devons suivre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le duel entre Kuiper et Martin. Ils n'étaient séparés au général que de 13 secondes. Et déjà, en 11 km, Kuiper a repris 24 secondes à Martin. C'est-à-dire que maintenant, Kuiper est déjà deuxième du classement général. Oui, Bernard, c'est intéressant. 11 secondes en 20 km, on m'avait dit 24 secondes en 11 km, c'est-à-dire théoriquement si on multiplie par 3 pour avoir la distance totale, Kuiper gagnerait 1 minute à peu près sur Martin, c'est ce que les augures ont escompté. Mais attention, il y a aussi une question de dosage d'effort et Martin n'a peut-être pas dit tout à fait son dernier mot. On voit Van de Velde, lauréat du maillot du meilleur jeune de ce Tour de France, que vous avez vu tout à l'heure en activité. Et Van de Velde a terminé pour l'instant à la 6e place en 48-13 de ce contre-la-montre. Alban en 48-07 vient se placer également bien. Alban, une bonne course, vous me le confirmez Bernard, 48-07, ça le met quand même vers la 5e place pour l'instant. Oui, 48-07 et surtout il préserve sa 11e place au général car il était menacé par Van de Velde qui comptait 41 secondes de retard sur Alban. Donc 48-07, c'est effectivement à la 6e place, juste derrière Mas et devant Van de Velde. Raymond Poulidor, c'est des petites histoires de journalistes et jonglage avec la 10e ou la 11e place, ça compte beaucoup pour un coureur de terminer dans les 10 premiers du tour et non pas 11e. Non, je ne pense pas qu'il y ait tellement d'importance. Je crois que c'est surtout le haut du classement, le 3e, 4e, 5e place. Il y a de l'importance à ces places-ci, mais au-delà de la 10e place et 9e ou 10e place, je crois qu'on y attache guère d'importance. Voilà Agostinho sur votre écran, vous l'avez reconnu. Agostinho que nous souhaitons retrouver tout à l'heure dans la tribune. Il est 7e au classement général à 14 minutes 18 secondes. Il est parti avec dans la tête de Paris. Premièrement, reprendre 21 secondes à Seznec, ce qui le hisserait à la 6e place. Deuxièmement, reprendre 22 secondes plus 21, c'est-à-dire 43 secondes à Dilson pour monter à la 5e place, qui serait pas mal, ce qui donnerait pour l'année 78, 3e du Tour de France Agostinho, 79, 3e du Tour de France Agostinho et 80, 5e du Tour de France Agostinho. Un vélo ultra léger ici. Hein. Oui, je crois que Agostinho aujourd'hui peut se hisser effectivement à la 5e place. Et il sera même le plus redoutable adversaire et pour Job Zoetemelk et pour Klettmann dans cette épreuve contre la montre. Logiquement, il devrait terminer dans les 3 voire 4 premiers. Je vais demander en même temps à Jean-Pierre Jeunet, alors qu'on a un temps ici de 47,57 pour Ludo Peters, de me confirmer ces temps à l'issue de quel kilométrage? Dans la côte, la montée de l'ascension donc de la première côte du parcours, c'est la côte de Matouret située au 11e kilomètre. Pour l'instant, c'est Zoetemelk qui a fait la meilleure ascension en 4,04. Agostinho en 4,14 a perdu 10 secondes et Osterbosch en 4,17 aurait donc perdu 13 secondes sur Zoetemelk. Zoetemelk qui va tenter aujourd'hui de gagner une étape. Il avait déjà gagné, ne l'oublions pas, l'étape d'Amazon la Plume contre la montre. Donc ce serait un maillot jaune qui aurait gagné 2 étapes contre la montre du Tour de France. On retrouve Agostinho. Des mécaniques ultra légères, on n'a pas eu tellement besoin de penser à la rigidité aujourd'hui, il n'y a pas de descente dangereuse sur le parcours, vraiment, c'est dire qu'on a tablé sur des vélos qui font peut-être un peu moins de 8 kg pour ce qui concerne Agostinho. 8 kg 500, 9 kg, oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, dans ce genre d'épreuve, le vélo léger a son importance car ce sont des côtes qui se montent avec le grand braquet, c'est-à-dire on n'a pas besoin de matraquer la machine, on enroule avec le grand développement. Mais Agostinho avait également ce vélo dans les autres épreuves chronométrées. On a monté des boyaux fins aussi, un petit peu Pas trop fins. Les 28 rayons
28, oui, 28 rayons, mais les boyaux pas trop fins puisqu'il y a une descente qui est assez gravillonneuse et où le risque de crevaison est quand même assez grand. On va laisser Agostino et rejoindre Nilsson dans un instant, mais auparavant Bernard Giraud nous appelle. Il est en compagnie de Robert Alban qui termine très frais ce Tour de France. Oui, 7e dans ce contre-la-montre. Pourtant, Robert, vous n'êtes pas un spécialiste de cet exercice. Vous préférez la montagne. C'est l'air du pays qui vous a stimulé un petit peu? Oui, disons, puis surtout d'être 11e au général, je voulais essayer de garder ma place. Je ne sais pas si je pourrais rentrer dans les 10. Hein. Pour l'instant, vous la conservez par rapport à Van de Velde qui est derrière vous, mais vous êtes devancé par Peters qui lui est 10e au général. 11e, le bilan est satisfaisant. Oui, de toute façon, c'était dur de battre des gars comme Peters contre la montre, alors donc je suis satisfait. Et vous terminez pas tellement éprouvé ce Tour de France. C'est ce qui surprend surtout les anciens coureurs comme Poulidor ou Gemignani. Oui, je termine assez frais. Disons que pour moi, c'est très bon. Et voilà la colonie hollandaise qui est en train de saluer, merci Bernard, merci Alban, l'arrivée de Lubberding dont vous allez nous donner le temps. Il faut dire que depuis une semaine maintenant sur la route du Tour de France, on peut dire qu'il y a pratiquement autant de Hollandais que de Français. On a vu des allez-yop, allez-clipper, la Hollande est partagée en deux. Bon, on est quand même content que l'éternel deuxième, celui qu'on avait baptisé à tort, le Poulidor hollandais, gagne le Tour de France parce que depuis le temps qu'il y songeait, eh bien le voilà récompensé si tout se passe bien. Un dernier temps, celui de Lubberding, Bernard Giraud, c'est dans les 48 minutes et pas très bon. Oui, 48 minutes et 30 secondes, ce qui le met à la 12e place. Un temps moyen pour Lubberding qui lui pourtant est un spécialiste comme ses compatriotes Van de Velde et Osterbosch, un spécialiste du contre-la-montre. Mais 12e, sans doute, je crois que toute l'équipe Praleg, les coéquipiers de Zoetemelk, qui bien paie un petit peu tous les efforts faits dans la montagne précédemment. On va demander peut-être à Jean-Pierre Jeunet qui est à nos côtés de nous parler des délais d'élimination. Jean-Pierre, pensez qu'il y aura des éliminés aujourd'hui? Non, je pense pas parce que le parcours est très dur si l'on veut, mais il y a beaucoup de descentes et avec les 25% de délai, je pense que autour de 11 minutes, il faudrait quand même que le gars roule pas trop vite. Oui, ça nous donnerait par conséquent pour 11 minutes, il faut arriver dans les 55 secondes, 55 minutes, il y aura pas de coureur en dessous de 55 minutes, puisque Torres est arrivé, Torres est très malade, il a failli abandonner, il a fait 53 minutes je crois. On retrouve maintenant sur la caméra 2 Nilsson qui se bat, il donne l'impression Raymond de se battre plus que Sesnek tout à l'heure. Et pourtant, il se bat pour essayer justement de ne pas être devancé par Sesnek et de sauver sa 5e place menacée par Agostino. Rappelons son classement. Sesnek, il est à 13 minutes 57 secondes. Il est 6e, alors que Nilsson, ici sur votre écran, est 5e à 13 minutes 35 secondes. On dit que Nilsson va changer d'équipe l'an prochain. Je ne vois pas en lui, mais peut-être je ne suis pas dans le vrai, un futur vainqueur du Tour de France d'après ce qu'on a vu cette année. C'est un bon coureur qui n'arrive pas à passer au niveau supérieur. Oui, puisque maintenant Nilsson n'est plus très jeune, il a de l'expérience et cette année on a vu qu'il avait des passages très difficiles et même je crois qu'il a été un temps en dessous de 79 et son point fort, son point faible c'est le contre-la-montre et on voit que Nilsson se bat, il se bat avec la machine, avec lui-même, mais il concède beaucoup de terrain dans ce genre d'épreuve. Il est dans la côte de Saint-Éan, je suppose. Là, dans le sommet est à 677 mètres. J'ai cru voir tout à l'heure une longue ligne droite qui pourrait avancer les coureurs qui ont pris une petite avance dans les premiers kilomètres, leur permettant ainsi d'avoir un point de mire. Mais avec 3 minutes d'écart, on n'a pratiquement pas de point de mire. Ensuite, le circuit est sinueux. Non, puis 3 minutes, c'est quand même un décalage assez important. Mais ce qu'il faut souligner, c'est le magnifique tir groupé de cette équipe Mercier appartenant à Jean-Pierre Daguillaume, car on s'aperçoit que dans les 7 premiers du classement général, il y a 3 hommes de son équipe. Je crois que c'est assez rare de trouver cela dans un Tour de France. Et ils sont récompensés d'ailleurs grâce à ce travail d'équipe par la première place au classement de ce qu'on appelle les casquettes vertes, c'est-à-dire classement par équipe et par temps, puisque les hommes de Jean-Pierre Daguillaume, les Mico-Mercier Vivagel, sont en tête en 403 heures 8 minutes et qu'ensuite viennent les tirs à l'aigle à 11 minutes 22 secondes et les Puches à 27 minutes. Une image au ralenti. Il a la morphologie d'un grimpeur, Nilsson, et on s'est aperçu tout à l'heure qu'il avait mis tout à droite dans l'ascension, c'est dire qu'il était pratiquement sur le 12 dents. Le public ici, tout d'un coup, a retenu sa respiration. Bernard Giraud, c'est peut-être parce qu'il y a un temps intéressant à noter. Bazo vient de réaliser 48 minutes et 40 secondes. Il est derrière Lubberding, il y a 10 secondes d'écart. Et Bazo conserve donc sa 8e place au classement général, car il y avait une lutte acharnée, il n'y avait que 17 secondes d'écart. Et Bazo n'a concédé que
10 secondes. Donc pour l'instant, il est toujours 8e. J'ai des temps intermédiaires au sommet de la côte. Peut-être vous les avez donnés tout à l'heure. Entre Kuiper et Martin, c'est pas intéressant. Oui, Zoetemelk qui a 43 secondes d'avance au sommet de la côte depuis le départ. Hein, pas simplement dans l'ascension, depuis le départ. 43 secondes d'avance sur Kuiper. Et Kuiper a lui-même 15 et 9, 24 secondes. Toujours 24 secondes d'écart. Vous n'avez aucun temps entre Kuiper et Martin pour l'instant, Bernard. 24 secondes entre Kuiper et Martin au bénéfice de Kuiper. Et il y avait 13 secondes au classement général, ce qui ferait que théoriquement, Kuiper serait parti pour se hisser sur la deuxième marche du podium, à confirmer par la suite. D'après vous, Raymond Poulidor, on attend maintenant De Muynck. Est-ce que la deuxième partie du parcours pourrait permettre à Martin de revenir sur Kuiper? Je n'ai pas l'impression. Non, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Au contraire, la fin de parcours avantagera beaucoup plus Kuiper que Martin. Alors expliquez-moi comment un coureur fatigué comme Kuiper, qui a été lâché dans tous les grands cols dans la traversée des Alpes, peut retrouver assez d'énergie pour se battre contre un Martin qui apparaît très frais. Je crois que Kuiper a fait tout ce Tour de France à l'énergie. Il est habitué à faire beaucoup d'efforts et dans un contre-la-montre, il se bat, il s'emploie davantage que Raymond Martin. Je crois qu'il fait surtout cela au courage. De Muynck sur votre écran. Je dois vous l'avouer, c'est un coureur que j'aime bien, De Muynck. J'aime bien ce genre de coureur, un peu comme Battaglin l'an dernier. On lui reproche souvent de ne pas être assez passé à l'offensive. Il a décidé une fois pour toutes dans sa vie d'être non pas leader mais équipier. Il n'a pas la mentalité d'un équipier, De Muynck. Et il a servi pendant de très nombreuses années Roger de Vlaminck, en particulier dans le Tour d'Italie. Roger de Vlaminck qui y jouait même un tour d'Italie, façon de parler, puisqu'il était en position de le remporter une année ce Tour d'Italie et il voyait partir 3 équipiers dont Roger de Vlaminck qui ne pouvaient l'aider jusqu'au bout. Il l'a quand même remporté, le Tour d'Italie, un petit peu en avance sur sa selle, il se remet en place maintenant, De Muynck, mais il aura bien mérité quand même cette 4e place au classement général s'il la conserve. De Muynck qui a fait des très bons contre-la-montre depuis le départ, qui est actuellement à 8 minutes 27 de Job Zoetemelk, que nous voyons ici au ralenti. Un très beau coureur qui n'a pas dit son dernier mot et qui figurerait, paraît-il, dans une équipe franco-italienne, franco-belge-italienne l'an prochain. Est-ce que l'on peut voir en lui, malgré le poids des ans, il n'est plus tout jeune, un homme capable de prendre la succession de Zoetemelk? Ça sera difficile quand même. Oui, je crois que ça sera très difficile car De Muynck n'est plus très jeune et je crois qu'il termine malgré tout ce Tour de France assez fatigué. Notamment hier, il a eu une étape difficile et je ne crois pas qu'aujourd'hui il rééditera ses exploits, ses performances des 2 contre-la-montre précédents. Vraiment, c'est pas bon signe comme ça quand on se met complètement en bec de selle à l'avant, on se repose en arrière. Non. On essaye d'oublier un peu la douleur dans les jambes et ensuite on se retrouve encore à l'avant du vélo. Ça veut dire que ça rend pas comme on veut. Non, c'est pas bon signe. Et puis on a vu qu'il est obligé de ralentir, c'est-à-dire couper son effort, respirer, mais l'allure tombe et il perd énormément de temps. Je ne pense pas qu'il réalise aujourd'hui une grande performance. Où est-ce qu'on a mal? On a mal partout. On a mal partout. Et je crois que c'est surtout cela qu'il faut essayer d'oublier. Mais vous savez, le courage est bien beau, mais quelquefois on est obligé de couper son effort et de ralentir pour retrouver une position normale. Voilà, on va peut-être demander l'avis, le pronostic pour ce contre-la-montre alors qu'Agostino arrive à son tour, temps à battre 46-24, c'est le temps inscrit par Tetman, 46-49. C'est le deuxième temps, vous nous le confirmez Bernard Giroux, 46-24 pour Tetman, 46-49 pour Agostino, actuellement deuxième, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Premier donc Tetman, 46-24. Deuxième Agostino à 25 secondes, troisième Van den Broek à 51 secondes, puis Osterbosch dans le même temps mais séparé par quelques centièmes, cinquième Thévenet et sixième Seznec qui a réalisé lui aussi un très bon temps, qui vient juste Bernard Thévenet devant Peters. Vous n'avez toujours aucune information quant à une nouvelle différence de temps entre Kuiper et Martin, Bernard, hein? On ne sait pas pour l'instant, les chronométreurs ne vous ont pas communiqué de temps. Non, il y a simplement les informations que je vous ai communiquées tout à l'heure, c'est-à-dire 24 secondes pour Kuiper par rapport à Martin. Voilà Kuiper, et c'est le moment sur votre écran d'analyser peut-être la course de celui qui fait peut-être son dernier très beau Tour de France, car lui aussi a prouvé dans les ascensions de ces derniers jours qu'il était maintenant un petit peu limité en montagne. Je ne crois pas que ce soit des ennuis de santé, c'est tout simplement le poids des ans. Kuiper qui s'est bien battu, n'oublions pas qu'au classement général il occupe la 3e place, il est à 5 minutes 35 de Zoetemelk, mais Kuiper a été décramponné dans l'ascension de Jouplane où il a commencé par perdre du temps en compagnie d'Agostino. Kuiper ensuite n'a pas pu suivre dans les grandes étapes, dans les grands cols, il était lâché notamment, je crois, à la Madeleine, et Kuiper a ainsi accusé près de 5 minutes 35 de retard sur Zoetemelk. Mais Kuiper pour l'instant se bat uniquement pour grignoter les 13 secondes sur Martin. Bernard ?
Oui, eh bien, avec sa performance réalisée dans ce contre-la-montre, Agostinho devient déjà 6e, c'est-à-dire qu'il précède Seznek et il faut attendre le temps de Nilsson pour savoir si Agostinho va s'emparer de la 5e place. Vous n'oubliez pas de donner rendez-vous à Agostinho, nous voudrions bien l'avoir tout à l'heure dans la tribune. On rejoint Kuiper dès que ce sera possible. Raymond Poulidor, un petit peu diminué par le poids des ans, Kuiper. Oui, bien sûr, mais au départ du Tour de France, on ne donnait pratiquement aucune chance à Kuiper de terminer, de jouer les premiers rôles de ce Tour de France. Et aujourd'hui, on va se percevoir qu'il va faire 2e du Tour de France. On peut faire la même remarque avec Joop Zoetemelk. Au départ du Tour de France, on disait qu'il n'a pratiquement aucune chance de gagner le Tour. Et Joop va gagner le Tour de France. Alors Kuiper peut nous réserver des surprises pour l'année prochaine, car c'est un garçon qui fait son métier d'une remarquable façon. Et il lui a peut-être fallu quelques années pour s'intégrer, aller dans une équipe française. Et aujourd'hui, Kuiper réalise quand même un bon Tour de France. N'oublions pas qu'il va peut-être être 2e de ce Tour de France. Voilà, un petit Tour de France, disent certains, mais encore faut-il pouvoir le gagner et terminer 2e. Un beau ralenti tout à l'heure dans l'ascension de la côte. Il était à l'arraché, travaillant et des jambes et des bras de Henning Kuiper, encouragé par Maurice Demeyer. Et Henning Kuiper qui, d'après le dernier pointage donné tout à l'heure par Bernard Giroux, avait repris 24 secondes à Raymond Martin, c'est-à-dire qu'il occuperait actuellement la 2e place. Tout peut encore changer jusqu'à Paris, il n'y a pas de grande difficulté, mais enfin, sait-on jamais, la 2e place au classement général. Le podium à Paris donnerait donc Zoetemelk, Kuiper et Martin. N'anticipons pas, ce 31 parti vers une place d'honneur dans le Tour de France à la surprise générale, vous l'avez souligné, et après avoir fait quand même l'exploit, le seul exploit des pavés, ne l'oublions pas, puisque du côté de Roubaix, M. Kuiper a quand même mis Bernard Hinault en danger. Et il a fallu que Bernard Hinault, aidé de Delcroix d'ailleurs, puise dans ses réserves pour aller chercher Kuiper qui était parti devant et qui grappillait ainsi des secondes vers Lille. Kuiper qui a surpris tout le monde par ce très beau début de Tour de France et qui ensuite a confirmé. Il a accusé la fatigue. C'est un coureur à tempérament, il se donne à fond, il va au bout de son effort pour essayer de grignoter des places et il paye. C'est une belle personnalité. Oui, c'est une très belle personnalité et on voit que Kuiper a une très bonne position là d'ailleurs, assez efficace, il se bat, il va peut-être au courage, mais il va certainement réaliser une bonne performance et terminer dans les tours premiers de cette étape contre la montre. La caméra vous montre toujours les coureurs de 3/4 arrière ou de dos, parce que dans le contre-la-montre, il n'est pas question qu'elle puisse se poster devant. Cela couperait le vent aux coureurs et leur permettrait de gagner quelques secondes. C'est interdit par les règlements. Un règlement qui d'ailleurs ne permet pas non plus à un coureur rattrapé de se mettre dans le sillage de celui qui l'a rattrapé. Voilà. Kuiper. Et juste derrière, ce sera Martin, alors que Nilsson arrive ici. Le chronomètre tourne. Oh, c'est assez loin pour Nilsson, Bernard. 48-28 ici sur l'écran, c'est-à-dire à 2 minutes et 4 secondes de Knetemann. Le classement, pour l'instant, donne toujours en tête Knetemann, Agostinho à 25 secondes, Van den Broek à 51 secondes, Osterbosch à 51 secondes également. Puis arrive Thévenet, Mas, Alban, Verlinden et Van de Velde. Un très beau ralenti de Nilsson ici. Alors, est-ce que Nilsson a devancé Seznek? On va le savoir tout de suite. Agostinho a devancé non seulement Seznek et Nilsson. Oui. Il fallait que Nilsson réalise un temps inférieur à 47-32, mais vous l'avez dit, 48-28, c'était beaucoup trop. C'est donc maintenant Agostinho qui est 5e au général, oui. Seznek 6e et 7e Nilsson. Ah oui, il est un petit peu déçu, mais ça confirme les propos de Raymond Poulidor, comme quoi Seznek est un petit peu supérieur à Nilsson dans le contre-la-montre. Après Kuiper, ce sera la surprise, ce sera le petit Raymond Martin avec sa bouille amusante. Raymond Martin que vous avez entendu hier soir dans notre résumé Eurovision avant de retransmettre une compétition d'athlétisme avec le record battu par Philippe Auvion à la perche, si vous ne le savez pas, 5,77 m, record du monde avant de partir à Moscou. Eh bien, juste avant, vous avez pu suivre les événements de la journée, vous êtes aperçu que Martin avait quand même bon espoir de conserver cette 2e place. Il était parti comme jamais dans un contre-la-montre. Il y a certains coureurs qui ne font pas le contre-la-montre parce que ça ne peut pas leur apporter grand-chose au classement général. Et il y en a d'autres qui sont obligés de le faire à fond. Gilbert Larriaga me susurre dans les oreilles, c'est Aston Martin. Oui, c'est presque un coureur turbo. Il marche remarquablement et il a quand même, lorsque la route s'élevait, prouvé qu'il était aussi bon grimpeur que Joop Zoetemelk. Peut-être que la malchance de Martin, Raymond Poulidor, ça a été de ne pas avoir un Van de Velde avec lui. Il saurait changer la phase du Tour, non?
Oui, bien sûr. On peut se poser la question. Oui, mais je crois qu'il n'a pas suffisamment cru à ses chances, notamment dans la première étape des Alpes. Je crois que s'il s'était livré à fond, sans penser à s'écrouler, sans penser à en garder sous la pédale, il aurait peut-être mis Joop Zoetemelk en plus grande difficulté. Mais pour gagner le Tour de France, il aurait fallu quand même qu'il distance assez nettement Joop Zoetemelk, car on s'est aperçu lors des épreuves individuelles contre la montre, il concédait quand même pas mal de temps à Joop Zoetemelk. Mais je crois qu'il faut quand même lui tirer un grand coup de chapeau. Il s'est considérablement amélioré et il a gagné 1 minute 30 sur ses temps de l'an dernier. Je crois que c'est assez extraordinaire. Et Raymond Martin, l'année prochaine, fera encore peut-être mieux dans ses épreuves. Alors faire mieux dans ces épreuves, c'est-à-dire jouer carrément les premières places du Tour de France. Si Zoetemelk ne revenait pas pour une raison ou pour une autre, Martin pourrait être considéré comme un vainqueur possible de la grande boucle, sauf, attention, il y a encore Hinault. Il est évident qu'on ne sait pas dans quel état sera Hinault l'an prochain au départ de la grande boucle. Ça va assez vite maintenant, comme l'indique le compteur de la moto, vers 50, entre 50 et 60 à l'heure, et pourtant il n'y a pas de vent défavorable, je crois, sur cette route Raymond aujourd'hui, mais Martin a été renseigné sur ses temps. Jean-Pierre Guillaume, ça a pu l'atteindre moralement, lui a dit qu'il avait du retard sur Kuiper, et c'est contre Kuiper qu'il est en train de se battre actuellement. Ça agit quand même quand on vous annonce que vous êtes en train d'être battu. Oui, bien sûr, et puis Raymond Martin est peut-être un peu nerveux, car s'il fait une contre-performance, on va pas le lui reprocher, mais il veut tellement bien faire que ça peut lui jouer un mauvais tour, car c'est certain, il va tout faire pour conserver sa deuxième place. Et je me répète en disant que ça lui sera bien difficile contre Henning Kuiper, mais tous les espoirs lui sont permis. Pour l'instant, Martin occupe la deuxième place au classement du Grand Prix TF1. Il était premier du classement général, comme l'indique son maillot à poids. On a toujours besoin d'un petit poids sur soi au classement du meilleur grimpeur. Et il occupe la deuxième place au classement général provisoirement. L'arrivée de Demmuing, très déçu, 49-27. Et une autre information de Bernard Giraud. Bien, Martin est pour l'instant menacé par Joop Zoetemelk qui pourrait le rejoindre avant l'arrivée. C'est sans doute cette information que vient de lui donner Jean-Pierre Guillaume. Peut-être cela l'a peut-être déçu ou bien au contraire stimulé. En tout cas, il se peut qu'il y ait les deux, alors que voici maintenant Kuiper qui termine véritablement au sprint. Oui, voilà Kuiper en 46-50. C'est dire qu'il est troisième, Kuiper. Il est battu par Agostinho. Pour l'instant, ça nous donne premier Knetemann en 46-24, deuxième Agostinho en 46-49, troisième Kuiper en 46-50 à 26 secondes de Knetemann. Cela confirme la grande performance réussie aujourd'hui par Gerrit Knetemann. Une performance dont on se doutait peut-être après les affirmations de Raymond Poulidor selon lesquelles aujourd'hui la victoire sourirait à un homme en pleine possession de ses moyens, un parfait rouleur, ni un grimpeur, ni un descendeur, mais un rouleur et un homme frais. Knetemann s'est réservé pour cette fin de Tour de France et il confirme donc qu'il a retrouvé toutes ses qualités. Il pourrait peut-être remporter une étape avant Paris et pourquoi pas celle des Champs-Élysées. Kuiper troisième, vous l'avez vu au ralenti franchir la ligne, 46-50, troisième position donc de ce contre-la-montre. Et ensuite derrière Kuiper, eh bien ce sera Martin et Zoetemelk. Alors peut-être si nous avons maintenant, d'après notre dispositif, une caméra avec Martin et l'autre avec Zoetemelk, je crois, c'est-à-dire deux caméras sur la route, nous pourrons demander à la caméra qui est avec Martin de se retourner pour savoir si Zoetemelk est juste derrière. On va retrouver les deux hommes. Kuiper 46-50, vous le voyez, d'autres temps 49-27, c'est très loin pour Demmuing qui lui va rétrograder au classement de cette étape. Non, il n'était pas menacé Demmuing, il avait près de 5 minutes d'avance sur Nilsson, donc il gardera sa quatrième place. Quant à Agostinho, 46-49, il bat d'une petite seconde Kuiper. Gilbert, vous me confirmez qu'on retrouve et Martin et Zoetemelk peut-être grâce à nos deux caméras. On va essayer d'ailleurs de faire un petit trucage en vous montrant les deux hommes, Kuiper et Martin. 3 minutes d'écart au départ. Un petit avantage pour Martin, c'est de partir derrière Kuiper. Il est renseigné sur ses temps jusqu'au bout. Et ça lui permettra peut-être au prix d'un dernier effort d'essayer de grignoter encore quelques secondes sur la fin. Je crois que ça lui sera quand même très difficile car la performance que Kuiper vient de réaliser aujourd'hui, je ne pense pas que Martin puisse se hisser au niveau de celle-ci. Mais je pense qu'il va falloir retenir, c'est peut-être que Joop Zoetemelk va réaliser une très grande performance. Je crois qu'il tient, car n'oublions pas, il a remporté, il a fait deuxième de la première étape à Francorchamps derrière un Super Hinault. À une 16. Il a gagné celle de la Plume où il a mis quand même ses adversaires assez loin. Et aujourd'hui, comme
après les bruits qui circulaient, que c'était un mauvais automec, qu'il n'était pas bon. Je crois qu'aujourd'hui, il va réaliser une très grande performance et prouver qu'il méritait largement de gagner ce Tour de France. Et s'il n'a pas remporté des étapes dans la montagne, comme tout le monde l'espérait, c'est qu'il a conduit sa course d'une façon différente des années précédentes. Est-ce que, là je vous pose une petite question tactique, est-ce que dans Guillaume qui est derrière Martin, connaît le temps final de Kuiper, 46-50, et il est en train de le renseigner? Je ne crois pas quand même. Sauf qu'en écoutant les radios... Je pense que Jean-Pierre Danquillaume écoute les radios et écoute les temps de passage. Et certainement, je ne sais pas s'il va renseigner Martin, mais il le renseignera, mais en lui disant peut-être qu'il a moins d'écart que l'écart réel. Mais il y a aussi les spectateurs qui sont sur la route. Eux, ils chronomètrent et ils renseignent également le coureur. Et quelquefois, on se livre à fond et on s'aperçoit qu'on a beaucoup de retard et le moral apprend un peu un coup. Raymond Martin dira, bon, je serai troisième de ce Tour de France, à quoi bon forcer? À 8 km de l'arrivée, Zoutmelk avait 1 minute, était à 1 minute, c'est-à-dire qu'il avait repris 2 minutes à Raymond Martin. Et il a peut-être vu Zoutmelk, Raymond Martin devant lui. C'est une petite anecdote dans le cadre du Tour de France, parce que pour l'instant la bataille intéresse évidemment Kuiper et Martin. Oui Bernard? À 6 km de l'arrivée, Kuiper avait repris 58 secondes à Martin. Une information donc importante, favorable à Kuiper, qui se destine donc vers la deuxième place du classement général. Eh oui, normalement, on avait dit 1 minute tout à l'heure, on n'est pas loin du compte, 58 secondes. Ce sera très très difficile pour Martin. Alors on retrouve, juste après le passage de l'autoroute qui conduit vers Lyon, on retrouve et Martin qui s'avance vers la ligne et qui a l'air d'avoir tiré dessus comme un bon bougre, parce qu'il n'est pas en super état de fraîcheur ici au moment où il franchit la ligne. 48,04, ça le met vers 7e ou 8e de cette étape, Bernard, c'est ça? 48,04. 48,04 juste devant Alban, mais cela est beaucoup trop par rapport à Kuiper. Je suis en train de calculer. Ah oui, il y a plus d'1 minute d'écart. Je vous rappelle dans quelques secondes. Ça fait 1,14 d'écart, hein. Ça fait 1,14. Temps à battre donc maintenant pour Zoutmelk qui arrive pratiquement sur la ligne. Temps à battre ici, Stetman qui est à gauche, 46,24. Zoutmelk va faire largement mieux, près de 45 secondes de mieux et remporter donc cette étape. Il est arrivé sur les talons, 45,38 pour Zoutmelk. Je suis en train de noter en même temps, 45,38. Premier donc Zoutmelk de ce contre-la-montre et de très belle façon. Il a tenu à mettre les choses au point. Peut-être les autres ne sont-ils pas très bons, mais il est quand même le meilleur des moins bons, Zoutmelk. Et cela fait 2 victoires pour lui dans le Tour de France. On attendait un exploit dans les Alpes. Il est venu 48 heures plus tard, après qu'il ait dû quand même contrôler la course et faire peut-être plus d'efforts que ses adversaires. Oui, je crois que Joop Zoutmelk est supérieur à tous ses coureurs dans ce Tour de France et je crois qu'il faut tirer un trait, qu'il ne faut pas dire c'est un mauvais Tour de France, c'est un mauvais Joop Zoutmelk. Je crois au contraire que Joop Zoutmelk a réalisé de très bonnes performances, ne serait-ce que dans les contre-la-montre individuelles. Bernard Giroux, si Raymond Martin qui est en train de récupérer est à vos côtés, n'hésitez pas à l'interviewer. Nous allons essayer quant à nous avec Raymond Poulidor de vous donner le classement de cette étape et en même temps vous pourrez nous la confirmer Bernard Giroux si on se trompait. Zoutmelk en 45-38, on vous donne les écarts dans un instant. Knetemann 2e, Agostinho 3e, Kuiper 4e, Vandenbroek 5e, Osterbosch 6e, Thévenet 7e, Mas le Hollandais 8e, Alban, non ce serait pas Alban, ce serait Martin 9e, Alban 10e, Van de Velde 11e, Verlinden 12e, c'est à peu près ça je crois. Oui, c'est cela. À la moyenne de 45 km 290, m'indique Jean-Pierre Jeunet. Et cette dernière image vous montre de quelle façon, ici, près de l'arrivée, Joop Zoutmelk a essayé d'amener le plus longtemps possible un grand braquet. Il s'est mis en danseuse alors qu'il aurait pu tout simplement s'asseoir ici. Mais c'est pour relancer ce braquet et lui permettre d'augmenter sa vitesse que Zoutmelk s'est battu jusqu'au bout. Il tenait à prouver dans ce contre-la-montre qu'il était le meilleur du Tour de France. Il n'a pas été atteint, c'est la première leçon à tirer peut-être Raymond de tous les propos, de tout ce qui a par tous les propos, par tout ce qui a pu être dit sur le coup de 13 heures par les radios en particulier alertées par l'éditorial de Jacques Godet. Il est parti en pleine possession de ses moyens. Oui, je pense car Joop Zoutmelk n'avait pas lieu d'être inquiet puisque ce sont seulement des suppositions que M. Jacques Godet a émises.
puisqu'il s'est posé la question suivante. Si Joop Zoetemelk étant le seul coureur à être contrôlé pour les anabolisants et les corticoïdes, a été déclassé, alors que ses suivants immédiats n'ont, eux, pas été contrôlés, quelles seraient les positions à prendre, quelles seraient les mesures à prendre? C'est la question qu'on pourrait se poser. Et on peut aussi demander à Bernard Giraud de poser quelques questions à Martin, déçu. Vraiment pas trop déçu. Une 14 s'il vous plaît monsieur, pardon. Une 14 d'écart par rapport à Kuiper. Vous lui concédez la 3e place, mais vous étiez un petit peu préparé? Bah, j'y croyais quand même un petit peu. Je savais que ça allait être difficile. D'ailleurs, on voit bien que vous avez fait un effort très violent. Vous avez un petit peu de difficulté à récupérer. Vous avez donné tout ce que vous possédiez. Ouais, j'ai fait un très mauvais départ en plus. Je me suis retrouvé à 20 km de l'arrivée. Et si on regarde les temps intermédiaires, je suis sûr que j'ai perdu beaucoup moins de temps dans le final. Hein. Vous n'êtes pas trop déçu? Oh, bah déçu, c'est la course. Hein. De toute façon, Kuiper a toujours été supérieur à moi. Je me suis amélioré dans les contre-la-montre, mais enfin, j'ai encore beaucoup à faire. Cet exercice du contre-la-montre, c'est votre point faible? C'est mon point faible, mais si vous regardez les classements d'avant, je me suis déjà amélioré de 60%. Et je pense que c'est une habitude, il faut s'apprendre à souffrir et une position à adopter, et je pense que j'y arriverai un jour. Oui, alors justement, on vous retrouvera peut-être l'année prochaine au départ du Tour avec une ambition, celle de triompher dans le Tour de France, pourquoi pas? Eh bien, pourquoi pas, puisque cette année, j'ai quand même fait preuve... J'ai fait preuve de bonne figure, et l'an prochain je reviendrai en essayant toujours de finir dans les 3 premiers ou peut-être même gagner. Hein. Voilà, bien le rendez-vous est pris. Merci Raymond Martin. On le retrouvera bien sûr sur le podium, 3e et premier français derrière les Hollandais. Zoetemelk remporte cette étape avec 46 secondes d'avance sur Knetemann. Agostinho est à 1,11, Kuiper à 1,12, Vandenbroek à 1,48. Juste derrière arrive Osterbosch également à 1,48. Ensuite Thévenet qui lui est à 45-38, 47-31 à 2 minutes 03 secondes. 2 minutes 03 secondes, Thévenet donc, qui occupe une bonne place dans ce contre-la-montre. Mas est à 2 minutes, je suis en train de calculer, 2 minutes 21 secondes pour Mas. Alban est encore un peu plus loin, 38, ça fait 2 minutes 22 et 7, 29 secondes. 2 minutes 29 secondes pour Alban. Quant à Martin, il est à 2 minutes 26. Donc, au classement, Zoetemelk, radieux, comme depuis 3 jours d'ailleurs. Ah, maintenant le tour gagné. Je sais, Raymond Poulidor va dire on n'a pas le tour gagné tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Mais enfin, disons qu'il est bien parti après ce contre-la-montre. D'abord, l'écart sera encore plus important sur ses adversaires. Et il a marqué un point important encore aujourd'hui sur la route de Saint-Etienne, Joop Zoetemelk. Bravo Joop, vous avez devancé Knetemann de 46 secondes, Agostinho de 1 minute 11, Kuiper de 1,12, Vandenbroek de 1,48, Osterbosch de 1,48, Thévenet de 2,03. Martin de 2,26, Mas de 2,11 et Alban de 2 minutes 29 pour parler des 10 premiers. Vous êtes à côté de Joop Zoetemelk, qu'on l'invitera tout à l'heure. Vous pourrez en profiter pour lui lancer l'invitation, Bernard. On l'invitera sur notre face au tour pour lui demander si vraiment il pourra avoir gagné maintenant. Joop, cette fois c'est gagné le Tour de France, ou presque? C'est presque gagné. Bon, mais encore 2 étapes de... pas de plat parce que le vallée de Chevreuse c'est dur quand même. Mais c'est une étape qui me convient. J'ai souvent bien marché dans cette vallée de Chevreuse. Et demain c'est une étape assez longue, mais c'est pas de difficulté spéciale. Je crois maintenant sans accident mécanique ou sans chute, c'est valoir maintenant. Est-ce que tous ces Hollandais qui sont là en train de vous applaudir en criant Joopie, cela vous sensibilise, vous rend heureux? Ça rend heureux, bien sûr. Surtout, ils sont venus pour me voir en jaune et ça donne une stimulance pour arriver à Paris. On se retrouve tout à l'heure, Joop, à la tribune. Et d'ailleurs, on pourrait peut-être poser une question à celui qui est son beau-père et qui est toujours derrière lui, Monsieur Duchossois. Je pense que si jamais Joop triomphe dimanche, ce sera le plus beau jour de votre vie. Ah, pour moi, oui. Pour tous, d'ailleurs. Ah, vous êtes toujours derrière lui, vous partagez à la fois ses joies et ses peines. Les peines, mais bien sûr. Il faut être bon joueur dans tout. Hein, quand ça gagne, ça gagne. Quand ça perd, il faut l'accepter. Voilà, on gagne. Monsieur Duchossois est également son chauffeur dans la tournée des Critériums, mais je crois qu'il a encore pas mal de kilomètres et de sensations, de joie, de peine à aborder dans les jours qui viennent. N'oublions pas en effet que Joop Zoetemelk est un habitant de Germigny, l'évêque à côté de Paris. Il va être interviewé maintenant par le confrère de la Noce. Zoetemelk à la Noce, c'est normal.
et il a épousé une Française, la fille de monsieur Duchossois. Il est pratiquement français, Raymond Poulidor, maintenant. À cheval entre les deux, il a été très bien adapté dans cette équipe. Oui, il a été très bien adapté. Il était considéré comme français. C'est dommage qu'il n'appartienne plus à une équipe française comme par le passé. Sinon, je crois que Joop Zoetemelk serait un Français vainqueur de ce Tour de France. La question que l'on pourrait se poser, mais enfin ça sera pour le chapitre des conclusions que nous entamerons dimanche sur les Champs-Élysées, ce serait si Hinault, et est-ce que Zoetemelk, alors évidemment avec des si, on mettrait Zoetemelk à la deuxième place, parce que Hinault se serait vraisemblablement montré intraitable sur les Alpes, mais Hinault n'étant pas là, eh bien la logique est respectée, la logique sportive de ce Tour de France est respectée, avec celui qui n'a pas arrêté de glaner des places d'honneur dans toutes les courses, qui a été, ne l'oublions pas quand même, et c'est important à préciser, gravement atteint en 1974 à la suite d'une chute dans le Midi Libre. Et Zoetemelk a vu à un moment sa carrière compromise complètement à la suite de cet accident. Et les docteurs ont dit qu'après la masse d'antibiotiques qu'il avait été obligé de prendre pour soigner sa fracture du crâne, il avait vraisemblablement mis 3 ans pour éliminer tous ces antibiotiques et pour retrouver pratiquement sa cadence, s'il l'a retrouvée. Oui, je crois qu'on n'a pas assez mis l'accent sur cette terrible chute de 74. Parce que je pense raisonnablement qu'en 74, Joop était imbattable dans le Tour de France. C'est l'année où il marchait le plus, qu'il avait atteint les sommets. Et il lui a fallu du courage, il lui a fallu 2 ans ou 3 ans, voire 3 ans pour revenir au top niveau. Et je crois qu'aujourd'hui, ce sérieux est récompensé et Joop Zoetemelk mérite largement de gagner enfin son Tour de France. Et Raymond Martin aura mérité, quant à lui, de monter sur le podium. Ce n'est pas la marche qu'il avait choisie, la deuxième, mais bien la troisième. D'ailleurs, je n'ai pas vu Giroud, j'ai perdu Giroud, qui doit être près des chronométreurs et en train de se renseigner pour le classement général. En tout cas, on peut vous dire, sans vous donner les écarts, que Zoetemelk occupe la première place du classement général, que Kuiper, qui a battu Martin de 1 minute 14 d'après nos calculs, occupe donc la deuxième place. Le troisième sera Martin, le quatrième De Muynck, le cinquième sera Agostinho, le sixième Sesnek, le septième Nilsson qui recule de 2 places et le huitième Bazo, si tout se passe bien pour le français. Je regarde les écarts entre Bazo et ceux qui étaient juste derrière lui. Derrière Bazo, il y avait Luberding qui n'a pas fait une grande performance et qui était à 13 secondes Luberding. Alors peut-être Bazo a-t-il été passé par Luberding, je ne sais trop. Un visage fatigué, celui d'un homme qui vient de se battre pendant près de 3 semaines sur les routes d'Allemagne, de Belgique et de France. On perd quelques kilos dans le Tour de France, c'était votre cas aussi. On a l'impression que les coureurs cyclistes arrivent affûtés au départ du Tour et ils trouvent encore le moyen de perdre des kilos pour il n'y a plus de graisse. Oui, on perd surtout des kilos en montagne, lorsqu'on fait l'étape. Mais on récupère, on reprend ces kilos pendant la nuit, pendant le repos. Je crois que lorsqu'on arrive au départ du Tour de France, on est suffisamment affûté. Maintenant, il faut être en très grande forme, car quelquefois, les étapes se déroulent rapidement. Et si on n'est pas en forme, on risque d'avoir des ennuis au départ. Mais je crois que lorsque un coureur arrive au terme du Tour de France, il est fait pratiquement le même poids qu'au départ. À moins lorsqu'il y a des années où il y a une très forte chaleur, mais ce n'est pas le cas cette année. J'ai une question qui me brûle les lèvres, Raymond. Qu'est-ce que ça vous fait de voir un homme en jaune ? Vous y pensez encore ? Non, je n'y pense plus maintenant. Non, je n'y pense plus. La première année, oui, j'y ai pensé beaucoup, mais maintenant, je n'y pense plus. Ce que je peux dire, c'est que je suis très heureux pour Joop Zoetemelk. Vous vous souvenez qu'à Scheveningen, il y a quelques années, c'est ce même Zoetemelk qui vous avait empêché pour quelques dixièmes de seconde de ne pas être maillot jaune ? Oui, pour une demi-seconde, oui, il m'avait empêché de revêtir le maillot jaune. C'est le passé ? C'est le passé, oui. Vous êtes content de la victoire de Joop, finalement, elle est logique? Oui, ça me fait bien plaisir et je crois que c'est dans la logique même de sa carrière. On retrouvera Joop Zoetemelk tout à l'heure au cours de notre face au tour. Et n'oubliez pas non plus qu'à 19h45 ce soir, vous pourrez voir en action tous ceux qui ont dominé cette étape des contre-la-montre. On reparlera beaucoup demain dans les magazines de ce papier de Jacques Godet. Et Jacques Godet vous affirmait tout à l'heure que ce n'était que des suppositions. Et Jacques Godet souhaite qu'il n'y ait aucun nuage sur la victoire de Joop Zoetemelk. C'est ce que nous souhaitons aussi parce qu'on parle beaucoup d'anabolisants et de cortisone. Je peux vous dire qu'on en parle en vélo parce que c'est uniquement en vélo qu'on en recherche. Le classement général peut-être ou le classement de l'étape avec Bernard Giraud. Ah, je cherche le micro. Le voilà. Le voilà. Alors tout de suite l'étape.
Oui, Bernard. Troisième Agostinho à 1,11. Quatrième Kuiper à 1,12. Cinquième Vandenbroek à 1,37. Sixième Osterbosch à 1,37 également, mais ils sont séparés par quelques centièmes de seconde. Septième Thévenet à 2,3. Huitième Seznek. Puis neuvième Peters. Dixième Mas. Onzième Martin. Douzième Alban. Je vous communique tout de suite le classement général. Premier Zotemelk en 98 heures 18 minutes 22 secondes. Deuxième Kuiper à 6,47. Troisième Martin à 7,48. Quatrième Demuink à 12,16. Cinquième Agostinho à 15,29. Sixième Seznek à 16,08. Septième ensuite Nilsson à 16,25. Puis Peters à 20,53. Bazo à 20,59. Luberdink à 21,02 et Alban à 22,33. Merci Bernard. On vous retrouve tout de suite à la tribune en compagnie d'Henny Kuiper de Job Zotemelk au face au tour. Belle image, non? Ciao Zotemelk, à tout de suite. Bettman à 46 secondes, Agostinho à 1,11, Kuiper à 1,12. Eh bien, je crois que nous avons juste le temps de voir un petit interlude et de vous retrouver dans le cadre de ce face au tour jusqu'à 17h25. Henny Kuiper arrive. Nous avons ici les héros de cette journée. Une poignée de main entre le premier et le deuxième de ce Tour de France. Agostinho qui lui s'est hissé aujourd'hui de la 7e à la 5e place et qui a fait lui aussi une très grande performance.
Félix Lévitan qui est penché dans les chiffres. Il calcule les écarts de ce contre-la-montre et Xavier Louis, l'un des responsables également de ce Tour de France et du Tour de l'avenir. On va en parler tout à l'heure puisqu'il faudra évoquer la venue peut-être des amateurs dans un cyclisme qui a l'air de vieillir dangereusement. Voilà. Donc, quelques... Non, vous n'avez pas de micro pour protester, Félix. Je proteste véhémentement contre le vieillissement du cyclisme professionnel international. Vieillissement peut-être en ce qui concerne les premiers du classement général, mais ce sont les meilleurs, c'est pas de leur faute. Alors, s'épanouissent complètement. Tout de suite, on rappelle peut-être, Félix, des classements provisoires d'ailleurs. Zoetemelk a gagné cette étape avec 46 secondes devant Knetemann. C'est une belle performance parce que Knetemann s'était réservé depuis 48 heures pour ce contre-la-montre. On ne l'avait pas vu vous aider dans les dernières difficultés. Knetemann était là aujourd'hui. Agostinho à 1:11 qui avait un enjeu, lui, c'était de dépasser Nilsson et Sesnek, de leur reprendre 43 secondes. Il a réussi. Merci d'être venu, Agostinho, à une tribune parce que vous êtes très timide, vous n'aimez pas tellement venir au micro et pourtant tous les Portugais de France, et il n'y a pas que les Portugais comme supporters, vous attendent. En plus, il a une santé de fer. Kuiper à 1:12 qui s'est donc permis de détrôner comme prévu en lui reprenant 1 minute 14 Martin. Vandenbroek à 1:48, je parle de l'étape. Osterbosch à 1:48. Thévenet, décidément très en verve dans cette fin de Tour de France à 2:03. Raymond Martin à 2:26. Encore une belle performance d'Alban qui est à 2:29. Au classement général calculé par Bernard Giraud, c'est très officieux, hein. Oui. Mais théoriquement ça nous donne donc Zoetemelk en tête, Kuiper à 6:47, Martin à 7:48, Demuynck à 12:16, il n'était pas menacé, Agostinho 5e, après avoir été 2 années de suite 3e, il a reculé de 2 places et 1 an de plus, 15:29, et Sesnek 16:08, Nilsson 16:25 et Peters 20:53. On commence par quoi, Félix? Des questions peut-être à l'enjeu de la journée, c'était Martin Kuiper. C'est Martin Kuiper, oui, je pense. Et Kuiper s'est toujours montré meilleur. C'est important finalement de reprendre la seconde place. Et bien sûr, Job, c'était pas cette année pas possible pour battre et je perds le temps dans les Alpes. C'était un peu nerveux pour moi et je perds la 2e place et je pense aujourd'hui dans le contre-la-montre je dois reprendre ma 2e place et c'était passé et je suis content. Content. Ouais, Moi ce que je voudrais savoir c'est quand Kuiper cette année dans le Tour de France s'est-il rendu compte qu'il pouvait jouer les premiers rôles, parce que sur le papier au départ vous n'étiez pas parmi les favoris. Il y avait Certino, il y avait Zoetemelk, mais sur votre prestation de l'an dernier on ne vous voyait pas au tout premier rang. Alors c'est à Lille que vous avez pensé que vous pourriez être très bon? Oh, mais dans le sport, nous sommes vite recrutés. Hein. Mais j'étais toujours là. J'ai bien joigné avant cette Tour de France. C'était bien. J'ai fait un bon contre-la-montre à Francfort. Après, à Francorchamps, j'étais pas tellement bien. Mais à Lille, ça commence et je suis 2e maintenant. Est-ce que vous aviez calculé, comme nous l'avons fait ici en reprenant les classements des contre-la-montre, que si Zoetemelk était resté au sein de l'équipe de Jean-Pierre Guillaume, l'équipe Mico Mercier-Vivagel, il n'aurait pas bénéficié des bonifications des contre-la-montre par équipe et vous auriez été maillot jaune? Non, oui, c'est vrai. Oui, je parle après les 2 contre-la-montre. Hein. Au moment où il hérite du maillot jaune, c'est normalement vous qui occuperiez la première place. Je pense pas qu'il n'y a pas de bonif et le temps réel, prend plus de temps que maintenant. Et mon idée est qu'une équipe gagne le Tour de France pas tout seul. Si c'était le leader qui doit faire le travail dans le matin, c'est l'homme par homme contre l'homme. Et si c'était le maillot jaune. Vous regrettez qu'il n'y ait pas eu le temps réel? Vous auriez préféré le temps réel? Oui, moi je trouve un contre-la-montre par équipe, ça c'est pour le contre-la-montre. Pour le contre-la-montre par équipe et pas pour le coureur individuel. Par exemple, Joachim ou pour Michel Pollentier ou Johan Demuynck, ils sont déjà perdus pour quelques temps et ça c'est moins intéressant pour le classement général aussi. À l'autre façon, c'est la même au dernier classement qu'il doit faire 3 semaines le Tour de France. Et, par exemple, Roger Léger, il était 240 km tout seul au tas de Calivier et le commissaire donne beaucoup de pénalités. Ah oui, 90%. Et non, c'est pas normal. Et c'est un coureur très sérieux
Oui. Et peut-être après 3 semaines, il va dire prends la valise et va aller à la maison. Ça, c'est aussi pas normal. Kuiper, parlez-nous de cette... Et Talbot, je trouve ça c'est aussi pas normal. De cette équipe-là, de l'équipe que vous aviez dans ce Tour de France, elle était bonne finalement, parce qu'il y avait des jeunes, mais on l'a vu complète encore, toute l'équipe Peugeot il y a 48 heures. Avant d'aller jusque-là, je crois que notre ami Annie Kuiper, il faut quand même le souligner, dresse un réquisitoire en règle. Contre le règlement. Non, mais c'est son droit le plus strict et il est intéressant d'échanger des vues. Non, mais Annie, au contraire, c'est intéressant, parce qu'on pourrait évidemment vous expliquer pourquoi on a pris toutes ces mesures. En ce qui concerne, par exemple, les poussettes dans les cols, c'est pas normal qu'un coureur monte un col, je ne cite pas de nom, en étant poussé tout au long du col et que le lendemain, il puisse éventuellement gagner une étape. Alors il faut bien le punir. Mais il a aussi pas réclamé, mais ils sont avec 5 coureurs et un équipier était malade. Il reste son équipier, mais lui était le dernier et lui, ils ont donné 90 infractions à lui et l'autre 4 rien. Et ça, et pour moi, j'étais pas là, j'ai vu rien, regardé rien, mais moi je pense que l'autre 4 sont aussi poussés. Et bon, ça c'est pas normal. Alors ça c'est un point. Et en ce qui concerne également... Il est encore pas là. Et en ce qui concerne par exemple la course par équipe, il est intéressant de constater que le Tour de France est une course individuelle qui se court par équipe. Vous demandez à vos équipiers, Yop l'a fait, vous demandez à vos équipiers de vous aider dans la montagne, de vous aider sur le plat, de vous aider dans les sprints. Il est normal qu'ils vous aident également dans un contre-la-montre. Bien sûr, on ne peut pas gagner le Tour tout seul. On est obligé d'avoir des équipiers valables pour gagner le Tour de France. Donc il est intéressant, selon nous, de faire une course contre-la-montre par équipe. 2 petites en tout cas. Oui, on ne va pas trop des écarts, mais comme on fait cette année, bon, les écarts n'étaient pas comme les autres années, et avec la bonification, c'était vraiment... Temps réel. Était... Oui, plutôt que le temps réel. Et enfin, alors pour en revenir aux roches bonification, Annie, dites-vous aussi que tous les journalistes disent « Oh, il y a des étapes où il n'y a rien à dire, ça manque d'intérêt, etc. » C'est une manière de relancer l'intérêt. Et vous constaterez que nos bonifications ont été petites, 12 secondes, 8 secondes et 4 secondes. Vous êtes allé chercher 4 secondes, donc c'est intéressant. Et Yop est allé chercher 8 secondes, donc c'est intéressant aussi. Je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a 48 Talbot, c'est-à-dire 48 et 12 secondes. Ça c'est formidable pour un coureur comme Janssen, il grimpe moitié-moitié. Bon sprinter, c'est possible vous gagner le tour avec le russe Talbot. Oui, mais moi je trouve le sprint Talbot, ça c'est pour les sprinters, c'est un classement, c'est comme le maillot vert. Mais vous êtes sûr que Jan Janssen, avec les hommes d'aujourd'hui, réaliserait le Tour de France qu'il a réalisé? Pardon, vous pensez que Janssen, s'il était là aujourd'hui, ferait le même Tour de France que celui qu'il a gagné? Non, je pense pas. Non, mais... Moi je ne le crois pas. Non, mais tous les classements sont mixés et c'est oui, pour les spectateurs et pour tout le monde c'est très intéressant, mais pour nous c'est toujours plus dur et plus dur. Ah, bah voilà, ça oui, ça je suis d'accord. C'est toujours plus dur. Et moi je trouve que ça parle beaucoup, mais cette année c'est un tour très très difficile avec le mauvais temps et tout. C'est-à-dire c'était très dur pour les coureurs. Oui. Voilà, moi je crois que c'est ça qui est intéressant à débattre, Jean-Michel. C'est la dureté de ce tour à cause des circonstances atmosphériques qui n'ont d'ailleurs pas avantagé Yop, parce que Yop préfère la chaleur. Moi je préfère la chaleur, j'ai dû le premier semaine avec le temps qu'il faisait dans le nord et tout ça, sur le pavé. C'était pas un avantage pour moi, mais je pense avec beaucoup de réserve de ne pas courir dans le but de l'année avec les clavicules, avec tous les accidents que j'ai eus. J'avais beaucoup de réserve pour passer ce mauvais temps et pour bien finir dans cette Tour de France. C'est à se demander d'ailleurs si un coureur qui veut gagner le Tour de France ne doit pas se placer la clavicule en début de saison. Parce que il m'avait dit non d'abord, il m'avait dit non. Non, je ne peux pas casser les clavicules. C'est pas une obligation. C'est difficile aussi beaucoup pour le Marc de viser que le Tour de France comme Van Impe l'a fait. Moi j'ai toujours préféré de commencer en début de saison avec Paris-Nice, tout le classique et après le Tour. Bon, quand on manque le Tour, on ne manque pas toute la saison. Et bon, cette année, je ne manque le but de saison et je gagne le Tour. Bon, je suis très content parce que ma saison est mieux que sauvée. Oui. Cette année, moi, je me remplis mon contrat. Et Joachim n'a pas complètement raté son tour s'il n'a pas complètement réussi. Hein. Excusez-moi, je dis, vous n'avez pas complètement réussi votre tour, mais vous ne l'avez pas complètement raté non plus. Oui, parce que c'est le 11e tour qu'on m'a fait et il m'a dit que c'est le tour le plus mauvais pour moi. Le plus dur?
Oui, parce que nous commençons avec la pluie et nous restons 12 jours sous la pluie. Pour moi, me fait mal la jambe parce que je n'ai jamais vécu le froid et la pluie. Oui, mais alors il a été plus dur uniquement parce que vous avez 37 ans ou bien parce que les conditions atmosphériques étaient difficiles? C'est pas le tour plus dur pour moi parce que nous déjà passé le tour plus dur de cette année, mais quand même le temps c'est mauvais pour nous parce que nous pas possible faire des spectacles et c'est ça. Bon, je crois que le temps, malheureusement, ne nous permet pas de rester trop longtemps ensemble. Je voudrais juste poser une dernière question en guise de conclusion à Xavier Louis, qui est l'adjoint au directeur de ce Tour de France. Vous êtes responsable également du Tour de l'avenir. Est-ce qu'on se dirige vers des amateurs l'an prochain dans le Tour de France avec les professionnels? L'an prochain, sûrement pas. Dans quelques années, nous l'espérons avec M. Mais en Félix tout cas, Lévitan. nous nous dirigeons pour des professionnels dans le Tour de l'avenir. Voilà, une information des prochain. professionnels dans le Tour de l'avenir dès l'an prochain, donc pas en septembre, mais en 1980, juste avant le Tour de Floride. Où nous irons faire un petit tour aux États-Unis. Job Zoetemelk, merci d'être venu. Maintenant, vous avez l'esprit tranquille jusqu'aux Champs-Élysées, mais ne dit-on pas que le Tour n'est gagné, que la ligne d'arrivée est franchie? C'est bien ça? C'est bien ça, j'ai jamais dit que le Tour est gagné avant les Champs-Élysées. Moi, j'ai encore 2 étapes à courir. Il faut toujours avoir un accident mécanique ou une chute ou On va faire attention. Il faut faire attention, bien sûr. Mais avec l'avance que j'ai récupéré ce matin, pour moi, j'ai encore 2 coureurs à surveiller. Les autres, ils sont à plus que 10 minutes. Normalement, sans accident. Oui, théoriquement, le premier, le deuxième et le 5e du Tour de France vous disent bonsoir et vous donnent rendez-vous demain sur la route du Tour, aux côtés dans les environs de Fontenay pour l'arrivée de la prochaine étape du Tour, Fontenay-sous-Bois, à proximité de Paris. Merci de votre attention. Bonsoir.